Aujourd'hui, il y a la possibilité, ça sera notre slogan pendant cette campagne, de bien vivre ensemble. C'est-à-dire faire en sorte que, au travers de nos différences, de nos différences à la fois confessionnelles, en termes de racines, de philosophie, de toute forme de différence, nous puissions faire ensemble que la ville de Lille ne soit pas un conglomérat de communautés, donc, mais bien une communauté dans son ensemble. Ça va être un leitmotiv pendant cette campagne, de faire en sorte que ces clivages sur lesquels bon nombre de gens aujourd'hui s'appuient pour avoir un langage que je qualifierais de populiste, de faire en sorte qu'on arrive à sortir de ces clivages, à sortir de ces propos quelquefois haineux, pour faire en sorte que cette ville de Lille, on puisse y respirer, on peut y vivre ensemble, on peut y travailler ensemble, on peut s'y amuser ensemble, on puisse s'y éduquer ensemble, sans pour autant qu'il y ait la méfiance de l'autre. Dans nos thèmes de campagne, on va travailler beaucoup sur la notion de laïcité, mais pas cette laïcité qu'on a souvent entendu dévoyer au travers en disant qu'il y a la laïcité positive. Il y a eu des tas de choses comme ça qui font que on s'est posé des questions sur savoir ce qu'était la laïcité. La laïcité aujourd'hui, je dirais d'abord, en saluant un libre penseur qui est parmi nous, je parlais de notre ami Dubois, la laïcité, c'est pas la religion de ceux qui n'en ont pas. Donc c'est la première définition par la négative. Mais la laïcité, je veux dire, que peut se traduire en une phrase toute simple. C'est la loi protège la religion, mais la religion ne dicte pas la loi. Et si on arrive à faire en sorte que ce message tout simple puisse être compris et accepté de tous, je pense qu'on pourrait travailler en bonne intelligence tous ensemble. C'est là-dessus que j'ai voulu... Alors, deuxième point, vous avez compris. Premier point, qu'est-ce que c'est que l'homme? Il faut sortir de l'idée raison contre religion. Ça ne marche pas du point de vue psychanalytique, ça ne marche pas du point de vue social, ça ne marche pas non plus, je n'ai pas le temps de le développer ici, même du point de vue métaphysique. Deuxième point, la question donc du dévoiement de la modernité, cette espèce de modernité qui va elle-même devenir sa propre tradition, ce qui est une contradiction absolue dans les termes. Il va y avoir une forme de modernité qui va devenir nationaliste, ce qui est de la folie. Ça existait déjà dans l'Allemagne. En Allemagne, c'est le romantisme allemand qui chante la nation allemande au nom de la modernité, ce qui est une ineptie, puisque la modernité, c'est d'essayer de dissoudre l'idée qu'on est légitime par rapport à une généalogie, c'est-à-dire par rapport au fait qu'on serait allemand, qu'on serait ceci ou qu'on serait cela. On est légitime par ce qu'on fait, a posteriori, mais on n'est pas légitime par ce dont on descend. Oui. Donc là, il y a des jeux de dévoiement. Des jeux de dévoiement. Aujourd'hui, on nous parle de laïcité, mais on donne une définition. La laïcité, c'est simple, hein. On va rentrer un peu plus dans le détail. La laïcité, c'est le produit direct, l'application directe de cet esprit de la modernité que je viens de définir. C'est l'application dans la République en contexte français. C'est vraiment ça, exactement ça, l'idée de la laïcité. L'idée de la laïcité, telle qu'elle est décrite, j'en parlais à midi par Aristide Briand, radical, bien connu, par Aristide Briand, qui est rapporteur général de la loi de 1905, je vous rappelle. C'est exactement cette idée, c'est-à-dire que c'est ça le radicalisme. C'est pour ça que j'ai accepté de venir aussi, parce qu'il y a cette idée radicale. L'idée radicale, c'est pas un centrisme mou, hein. C'est tout le contraire d'un centrisme mou en réalité. C'est devenu un centrisme mou parce que ça a été là aussi dévoyé à partir de De Gaulle, dans le passage à la Ve République, etc., assimilé à un parlementarisme de la Troisième et de la Quatrième République. Il ne faut pas refaire toute l'histoire, mais c'est pas un centrisme mou. Le radicalisme, c'est radical. C'est radical du point de vue des idées, justement, c'est loin d'être mou. Le radicalisme, c'est on ne transige pas sur cette idée de la modernité, sur cette idée de la liberté, sur l'idée du vivre ensemble, du respect d'autrui, des modalités d'être qui peuvent s'exprimer. On ne transige pas. En revanche, on peut effectivement transiger sur ce qui a l'air d'être important pour les autres qui sont à droite et à gauche parce que ça fait partie de leur esthétique, etc., mais qui en réalité n'est pas si important que ça, donc ça on peut négocier pour ça. C'est pour ça que les radicaux, si vous voulez, on prend une idée à droite, on prend une idée à gauche. Ça ne voulait pas dire que c'était versatile. Ça voulait dire justement qu'on ne se cachait pas derrière une idéologie pour faire n'importe quoi.
que l'important c'était d'arriver au but, mais de préserver ces principes-là en arrivant au bout. C'est pour ça que je crois que dans notre période, on a besoin d'un renouveau du radicalisme. Parce que notre période est une période, on l'a dit, de populisme. Une période de populisme qui, franchement, ressemble de façon tragique, aux années 30, à ce qui s'est passé dans les années 30. De façon tragique, avec des différences qu'on pourra discuter. Hein. J'ai essayé d'étudier le détail des différences dans les discours, dans ceux qui sont visés, il y a une ambiance. Le populisme, c'est une ambiance. Et c'est ce populisme qui dévoie le sens même du mot de laïcité. Quand vous avez un rapport qui avait été demandé par le Premier ministre de la République française, Jean-Pierre Raffarin, en 2003, à M. François Baroin sur la laïcité. Et lorsque vous avez dans ce rapport écrit noir sur blanc, je crois qu'il faut réaliser, je le dis bien et je le dis doucement et solennellement, écrit noir sur blanc, qu'à un moment donné, je cite presque de tête, à un moment donné, dans certaines conditions, la laïcité entre en contradiction avec les droits de l'homme. Et dans ces conditions, il faut choisir les droits de l'homme. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Puisque la laïcité est le produit direct des droits de l'homme. En l'occurrence, un des droits de l'homme qui est la liberté de conscience, et deuxième qui est la liberté d'exprimer cette conscience appliquée à l'expression du culte. Ce qui est ensuite inscrit noir sur blanc dans la loi de 1905, on oublie un peu trop que dans la loi de 1905, on peut ne pas être d'accord ou être d'accord. Il y a un tel souci d'égalité, y compris des différents cultes, qu'il est prévu, il est écrit noir sur blanc, que l'État se doit de permettre le libre exercice des cultes, mais que si certaines, on dirait aujourd'hui communauté, c'est pas le mot qui est employé, mais n'ont pas la possibilité d'exercer leur culte dans de bonnes conditions d'hygiène, etc., eh bien l'État doit les aider. C'est pas ce qu'on imagine, la loi de 1905. Il faudrait relire un petit peu cette loi. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Que la laïcité entre en contradiction avec les droits de l'homme. Moi, je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire psychanalytiquement, psychologiquement, puisque du point de vue juridique, ça ne signifie rien. Du point de vue de la philosophie politique, c'est une absurdité totale. Mais en même temps, ça veut dire quelque chose. 2003, il se passe énormément de choses en 2003. En 2003, mars 2003, c'est le conflit irakien, l'attaque américaine en Irak. Et pour la première fois depuis un demi-siècle, la première puissance mondiale, les Américains, ne demandent pas véritablement leur avis aux Européens. C'est-à-dire qu'ils passent complètement par-dessus les Européens. Ça va être, en gros, cette fois, les Européens, c'est plus un boulet que des alliés. En plus, ils n'arrivent pas à s'unir, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils sont sans cesse en train de tergiverser. Ils se prennent pour le centre du monde alors qu'ils ne le sont plus depuis longtemps. C'est la seule partie du monde qui économiquement n'est pas en croissance. Même l'Afrique subsaharienne, certes, par de bas, mais est en croissance, donc il y a aussi l'espoir. C'est un monde qui s'écrase sur lui-même, sur ses propres rêves, sur sa nostalgie. Alors les États-Unis se tournent vers la Chine, l'Inde, le Brésil, qui est plus près, 200 millions d'habitants, une société extrêmement vivace, et les Européens se trouvent là, atteints pour le coup narcissiquement, atteints dans ce qu'ils sont en train, enfin ce qu'ils ont essayé de continuer à raconter d'eux-mêmes. Ils avaient perdu déjà, je l'ai dit hier, durant la Première Guerre mondiale, ils ont perdu leur prééminence économique, déjà militaire, je dirais. Seconde Guerre mondiale, ils ont fini par perdre leur prééminence économique. Ils ont eu besoin d'un plan Marshall. Eh bien, en 2003,
mais ça a commencé progressivement, ils ont perdu leur prééminence symbolique, c'est-à-dire leur récit s'est complètement détraqué. Ça veut dire que lorsque vous vivez dans un quartier donné, ce qui fait votre vie, c'est que vous voulez qu'on vous voie d'une certaine manière, comme quelqu'un de digne, comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un de gentil, ou alors comme un dur, ou alors tout ce que vous voulez. C'est ça le récit aussi. Et vous avez besoin du regard d'autrui qui confirme ce que vous vous racontez. Si le regard d'autrui ne correspond plus, d'un seul coup, il y a une sorte, quelque chose qui est brisé, et vous finissez par vous mépriser vous-même. Vous ne pouvez plus vous raconter. Et c'est la plus grande douleur, la plus grande souffrance. La plus grande souffrance. Lorsque toute une région du monde, progressivement, sombre dans cette difficulté, et c'est le cas de l'Europe, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ce qui arrive, c'est que l'Europe, je fais très vite, parce qu'évidemment, le fait de dire l'Europe comme ça, c'est un peu trop global, mais enfin, tous les sondages montrent. On le trouve, je pense, au sondage qui est paru fin du mois de janvier, qui avait été demandé par le laboratoire Cevipof et par Le Monde, conjointement, et qui montrait que 80% des Français, je crois, au moins 70%, je ne veux pas exagérer, mais c'était au moins 70%, leur frayeur absolue, c'est la globalisation, le capitalisme, enfin tout ce qui a l'air d'être extérieur, des sortes de forces gigantesques, qui seraient impersonnelles, irréversibles, parce que juste en dessus, leur sentiment dominant, c'est un sentiment de déclin, et je pèse mes mots, de déclin irréversible. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Et puis juste après, qu'est-ce qu'on a? Progressivement, on a, comme on ne peut pas personnaliser le capitalisme, la globalisation, l'Inde, la Chine, etc., on a le passage aux ennemis de l'intérieur qui, au fond, sont les vrais responsables de cette calamité qui nous empêche de nous raconter. Les musulmans, l'islam, l'islamisation. Et avec cette idée dans l'islamisation, et on voit bien que c'est l'islamisation qui est en jeu, cette idée que ces gens-là veulent imposer leur mode de fonctionnement. C'est écrit texto dans le truc. Texto. Et à la suite, on a comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Et là, c'est le pompon. 87%, là le chiffre, je m'en souviens précisément, 87% des Français, donc c'est pas une question de droite, de gauche et de je ne sais quoi, 87% des Français, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est 87%. 87% des Français, ils disent, le seul moyen, c'est un vrai chef. Un vrai chef. Voilà. Ça, c'est cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle le populisme. Et le populisme en particulier, il est fondé sur une chose, l'appel au peuple. L'appel au peuple, mais comme une sorte de fiction qui permet n'importe quoi, et qui permet de dire n'importe quoi au nom de cette espèce de, ce que j'appelle là, alors je l'appelle d'un terme un peu technique, la subjectivité abyssale du peuple, c'est-à-dire qu'on ne peut rien dire contre le peuple. Ces subjectivités abyssales, dans le sens commun, on va appeler ça son bon sens. Un certain nombre d'évidences, ça va de soi. Moi, combien de lettres, j'en reçois aux alentours d'une 40aine par semaine d'insultes, de gens qui m'envoient des lettres et qui me disent « Vos chiffres, ce que vous nous expliquez sur l'islam, tout cela est faux ». Non pas en essayant de le démentir scientifiquement, mais tout cela est faux parce que je vois bien que c'est faux en sortant de chez moi. Ça va de soi, c'est l'évidence. C'est comme ça, vous nous racontez n'importe quoi. C'est classique de ces périodes. Alors je dis que le grand danger dans cette situation, le grand danger, il faut bien comprendre que ce danger est imminent, ce n'est pas une extension de l'extrême droite, et je tiens à cela. Je voulais appeler, je vais sortir un livre de conversation sur ce sujet en septembre qui s'appellera « Ce populisme qui vient », à la suite du mythe de l'islamisation, où je parle déjà un peu de ce populisme. Mais au-delà de l'islam, du rapport à l'homophobie, à toute une série de choses, retour de cette idée de civilisation et de culture, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que l'extrême droite est de l'extrême droite, c'est sûr c'est un problème. Même quand l'extrême droite élargit sa marge, au point d'arriver au deuxième tour des élections présidentielles, c'est un problème. C'est même un peu traumatique. Mais d'un autre côté, au deuxième tour, c'est 80% contre. Pourquoi? Parce que ça reste certes une marge qui peut prendre beaucoup d'espace, mais qui est à la marge, parce qu'elle est extrême du point de vue idéologique.
et parce qu'elle reste marginalisée par les autres. Ce qui est en train de se passer depuis 2003, progressivement, c'est quelque chose d'infiniment plus grave. Ce n'est pas de la protestation, c'est dans toute période populiste, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça s'est passé dans les années 30, c'est la collaboration, voire le croisement contre nature de ceux qui se voient comme progressistes et de ceux qui se voient comme traditionnalistes, qui sont d'habitude séparés à droite et à gauche de l'échiquier, et qui vont se retrouver dans un discours qui va devenir le noyau de l'échiquier politique, ce à quoi nous assistons. C'est la transformation de l'ensemble de l'échiquier politique avec cette nouvelle idéologie qui se veut à la fois progressiste et traditionnaliste, au nom de la vérité du peuple, à qui on peut faire dire n'importe quoi, et qui se situe au milieu de l'échiquier politique. Et c'est ça qui est en jeu, parce qu'en réalité, quand on vous parle de laïcité aujourd'hui, et ce n'est pas seulement le cas de la France, c'est en fonction des valeurs centrales de cohésion du pays dans lequel on se situe. En France, c'est la laïcité. Mais vous allez aux Pays-Bas, on va vous dire liberté. Les partis de la liberté, qui portent ce nom aujourd'hui dans les pays du Nord ou en Autriche, où on va même employer le mot démocratie, en réalité ce sont des partis populistes qui sont pour la limitation de la liberté réelle et la limitation de la démocratie. C'est là où ça devient étrange. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que, on va dire, ce qui compte, c'est la défense de notre culture qui est attaquée. C'est ça ce qui va être. Et le peuple le sait bien dans son évidence quotidienne, c'est la défense de notre culture. Mais dans cette culture, on va mettre à la fois Clovis, le vase de Soissons, je ne sais quoi, et la laïcité, la République, etc., de façon quasiment équivalente. Et dans tous les cas, on va donner une interprétation exclusive de la laïcité qui en réalité est faite pour inclure. On va renverser, on va dire, pour défendre la République, pour défendre cette culture, on peut se permettre, paradoxalement, de transgresser le fondement de la laïcité, c'est-à-dire les droits de l'homme. Ce n'est que comme ça que c'est explicable, cette contradiction. Et cette contradiction, comment est-ce qu'on arrive à le justifier à ce point? Eh bien, on le justifie par la vision d'urgence. Vous le savez bien, quand on est en situation d'urgence, ou du moins quand on se pense en situation d'urgence, on se permet de faire des choses qu'on ne se permettrait pas de faire autrement, parce qu'elles seraient parfaitement injustifiables vis-à-vis de nos principes fondamentaux, même individuellement. Mais quand on est en situation d'urgence, que c'est une question de vie ou de mort, que le bateau coule, eh bien à ce moment-là, on peut faire des choses légitimement parce qu'il s'agit de sauver l'essentiel. Et c'est là où il y a essentialisation de l'essentiel. L'essentiel, ça serait cette laïcité. Mais ce faisant, on défend la laïcité, mais en la transgressant. C'est pas grave, parce qu'on sauve l'essentiel. On va sauver la liberté en interdisant à des gens, ou en les visant. C'est pas grave, parce qu'on sauve la liberté en soi, qui fait partie de notre culture, qui serait une culture occidentale, exclusive, etc. Comme en temps de guerre, on s'estime agressé. Comme en temps de guerre, on s'estime agressé, on met en place une justice qu'on appelle la justice d'exception. C'est-à-dire une justice qui est plus rapide et qui a besoin de vite régler les problèmes, parce que c'est trop grave. Eh bien aujourd'hui, ce qui se passe depuis 2003, c'est que l'Europe se sent assiégée, elle ne sait pas très bien par quoi. Parce que les Européens souffrent, parce que les Européens n'arrivent pas à donner au monde l'image qu'ils voudraient avoir, c'est-à-dire de cette centralité, d'être encore ce centre du monde qu'ils ne sont plus. Et du coup, alors bien sûr c'est d'abord économique, social, et puis c'est le niveau symbolique qui est encore plus fort. Hein. C'est une humiliation en fait de l'Europe qui est ressentie par les Européens, et du coup, il y a ce sentiment d'être assiégé de toutes parts, qui est un sentiment extrêmement fort. Hein. Et ce sentiment d'être assiégé de toutes parts, il a besoin de se personnaliser, il a besoin de trouver une visibilité, une cause qui lui donne, qui le rend tangible, parce que sinon c'est encore plus difficile.
Les Européens ne savent plus ce qu'ils sont. Ils font, depuis 2003 aussi, des débats sur l'identité nationale, qui finissent par dériver sur est-ce qu'on les racines chrétiennes de l'Europe, de ceci au nord, est-ce que c'est plus ceci, plus cela, plus protestant, plus je ne sais quoi. Et finalement, ils essayent de faire une constitution commune, c'est un fiasco total. C'est qui serait la seule manière d'exister, non pas comme le centre du monde, mais comme une partie encore notable du monde. Excusez-moi, je voudrais intervenir, mais est-ce qu'il y a une véritable conscience européenne ? Justement. On ne régit pas plutôt par pays, par État. C'est parce qu'il n'y a pas. La crise ne serait pas à ce niveau-là. C'est parce qu'il n'y a pas. Alors je pourrais vous montrer le détail, ce que j'ai montré dans le livre, c'est que progressivement depuis 2003, c'est constitué une conscience européenne qui n'existait pas, mais une conscience européenne en négatif. Une conscience européenne de défense. Et c'est là où l'islam entre en jeu, ça tombe bien, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que les musulmans sont... Enfin, l'idée d'islamisation, c'est pas les musulmans, parce que les musulmans, ils sont pris en étau dans cette espèce d'idée de mythe de l'islamisation, cette idée qu'il y aurait un rouleau compresseur. Les musulmans vont représenter le négatif de cette conscience européenne qui ne se trouve pas. C'est-à-dire que comme on prend une photo, on n'arrive pas à trouver le côté positif de la photo, les musulmans, c'est le négatif de la photo. C'est-à-dire, on croit savoir ce qu'on est, alors que la conscience européenne, elle a pu progressivement se construire, mais c'est pas quelque chose de réellement existant. Mais là, comme on se sent tous cernés, moi j'étais dans un procès au tribunal de grande instance de Paris, à l'invitation de la Ligue des droits de l'homme, qui attaquait le site Riposte laïque, qui disait « Islam dégage », pour savoir si ça s'adressait aux musulmans, ou si ça s'adressait seulement à la doctrine. Si c'est la doctrine, on a le droit de dire ce qu'on veut. Si c'est aux musulmans, ça veut dire que c'est une atteinte quand même à l'intégrité morale des personnes. Bon. Eh bien, ils avaient mis comme témoin qu'il y a islamisation. Ils avaient fait venir Oskar Freisinger, qui est le député qui est à la tête du parti, qui a fait la votation suisse contre les minarets. C'est-à-dire qu'il y a des ligues. Parce que je montre dans le livre, c'est qu'il y a des ligues, au sens où il y avait des ligues, qui se nomment elles-mêmes ligues, des ligues anti-islamisation qui se sont constituées à partir de 2003, partout en Europe, liées au mouvement de hooligans, avec le rapport... On est dans une sorte de nouveau nationalisme qui se justifie par une essence européenne, dans chacun des pays, avec les caractéristiques de chacun des pays. Et cette espèce de vision en négatif, elle se refuse à voir ce qui se passe vraiment chez la multiplicité des musulmans. D'autant plus qu'effectivement, il y a le terrorisme islamique. Mais un terrorisme islamique, je ne vais pas le réexpliquer, hier j'en ai expliqué toute la généalogie, la construction depuis le 19e siècle, je ne vais pas repartir là-dedans parce que ça serait là pour le coup au moins une demi-heure de plus rien que pour expliquer ça. Mais enfin, disons en gros que ce terrorisme islamique, il a sa propre histoire, ses propres raisons, on ne le dira jamais assez, effectivement il est extrêmement minoritaire, et on a des luttes au sein même de l'islam, et même de l'islam le plus dur sur la question des modes d'action, et ceux qui sont pour les modes d'action durs sont archi minoritaires. Je vous donne juste un exemple, un petit exemple que je n'ai pas donné hier. Vous avez aujourd'hui une fatwa. Une fatwa, ce n'est qu'un avis juridique. Je sais qu'aujourd'hui dans l'inconscient on dit fatwa immédiatement. C'est un avis juridique, voilà, des gens qui donnent des avis juridiques, des interprétations multiples. Il y a une fatwa qui est une des fatwas, si ce n'est la fatwa qui a le plus de succès au Pakistan, dans toute une partie du monde musulman, en Indonésie et dans énormément d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a des millions de gens qui suivent, qui sont dans cette fatwa, elle fait 600 pages, c'est une réinterprétation quasi complète de toute une partie du Coran, très complexe, par un shir qui est en même temps un très grand théologien musulman qui s'appelle Al-Qadri, qui dit clairement qu'il condamne, il explique par rapport au texte, il y a une condamnation absolue de tout attentat terroriste, et encore plus absolue lorsque c'est au nom de l'islam, et encore plus absolue avec condamnation à l'enfer éternel, enfin, lorsque c'est au nom de l'islam et qu'en plus on se tue soi-même. Attentat suicide. Qui a entendu parler de cette fatwa? C'est pas un événement. Ça n'intéresse personne. Mais ça intéresse les musulmans? Pourquoi nous, ça ne nous intéresse pas? Ça ne nous intéresse pas parce que nous, ce que nous voulons, c'est que l'islam soit monolithique. Nous voulons que lorsque nous parlons du Mali, nous ne voulons pas voir qu'au Mali, il y a un islam qui est un islam extrêmement tolérant, de tariqa, multiple, avec ses traditions, qui fonctionnaient bon an mal an, et que cet islam a été mis en péril à travers des
intérêts géopolitiques, avec la construction d'AQMI soutenue par Al-Qaïda, parce qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à la frontière, avec des intérêts gaziers, pétroliers, etc. Et des guerres tribales. On a refusé de voir ça, parce que ce qu'on voulait voir, c'est « oulala, il y a risque d'islamisation ». Mais le problème, c'est que cet aveuglement, non seulement il ne règle pas notre problème identitaire, rien du tout de notre problème identitaire, c'est-à-dire de la difficulté que nous avons aujourd'hui à nous raconter, en tant qu'Européens, en tant que Français, en tant que tout ce que vous voulez. Mais en plus, même de ce point de vue-là, c'est pas une question d'être bisounours ou je ne sais quoi, c'est insupportable de m'entendre dire ça à longueur de temps. En plus, on est inefficace du point de vue sécuritaire. Je ne suis pas, moi, contre les politiques sécuritaires, je l'ai dit aussi hier. Je suis pour des politiques sécuritaires, mais les politiques sécuritaires, il faut qu'elles soient ciblées pour être efficaces. Ce n'est pas une question d'être bisounours. Si on confond tout, si on pense que l'origine du terrorisme, c'est une jeune femme qui croit redécouvrir ses racines supposées en se reconstituant une religion pour se distinguer et l'idée de se rapprocher de Dieu et qui se met un foulard pour ça et qui se met à manger halal, etc., etc. Et que cette femme, on lui refuse d'accompagner ses enfants dans des sorties d'école parce qu'on pense que c'est là où est le problème. Ou alors on dit, c'est horrible dans ces Quick parce qu'il y a des sandwichs halal. C'est pas ça qui règle le problème du terrorisme, ça fait rien, ça ne fait que frustrer les gens et construire, donner le sentiment qu'on est dans un pays qui n'est plus laïque parce qu'on fait pas, on ne vit pas dans l'égalité mais on fait 2 poids, 2 mesures. Et du coup on crée de la frustration. Et la frustration, qu'est-ce que ça nourrit? Ça nourrit la volonté d'en découdre et donc des formes de politisation qu'on voudrait absolument éviter. C'est ça, je vais vous dire, moi c'est pour ça que je m'engage, parce que c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui est en train d'advenir sur le terrain. C'est ce qui est en train d'advenir sur le terrain, concrètement. Justement, ce n'est pas de l'angélisme, c'est de l'efficacité. C'est de l'efficacité. D'abord, peut-être pour régler ce problème du terrorisme, des difficultés qu'on a, mais surtout pour régler un problème beaucoup plus profond, qui est l'état de l'Europe aujourd'hui. Parce que l'Europe, c'est encore le produit intérieur brut le plus important de la planète. Peut-être pour plus longtemps, mais c'est encore ça. Il y a énormément d'enjeux, énormément de choses du point de vue économique, social, du point de vue des relations qu'on pourrait avoir avec nos partenaires. Mais au milieu de ça, on a cette rupture de récit qui embrouille tout, qui nous fait désigner, quoi ? 4% de la population européenne qui, statistiquement, constitue la frange parmi les plus pauvres des populations européennes, qui ont le moins accès aux médias, qui ont le moins accès aux politiques. Objectivement, c'est ça qui met en péril la puissance européenne.